Bon, ben, on va commencer tout de suite. On va commencer un petit peu plus tôt que d'habitude pour être sûr d'avoir le temps de compléter. On va pas le ciel la semaine parce qu'il va faire. À ce sujet-là, j'aimerais faire un petit sondage de fait à la demande de quelqu'un. Est-ce que ça ferait l'affaire de tout le monde si on commençait les conférences à 7h30 plutôt qu'à 8h le soir? Est-ce que ça dérange quelqu'un? Ça me dérange pas. Ouais. OK. 7h30, ouais, c'est... 8h moins quart, tu viens de gagner déjà 15 minutes. Ouais. OK, mais c'est un sondage. Ouais. On va voir là. On finira pas 15 minutes plus de bonne heure. Non, c'est juste parce que des fois c'est serré un petit peu. OK, ouais. OK. Donc, je vais faire ça assez court pour donner une petite chance à eux de nous parler du style du mois et de la semaine. Ce soir, c'est David Trudel, comme vous voyez. La semaine prochaine, on va avoir Martin Rochette qui vient nous parler de la photographie de la Lune en 3 dimensions. Et puis la semaine suivante, c'est Philippe Seguela qui vient nous parler de l'histoire des sondes spatiales, 50 ans d'exploration du système solaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu son livre. Moi, je l'ai vu en librairie. C'est une grosse brique, il y a de la photo dedans, il y a pas d'informations. Je ne l'ai pas acheté parce que c'est un petit peu cher pour moi. Mon budget, c'est autour de 35 ou 40 $. Non, mais mon budget, c'est sûr. Mais ça a l'air d'être un très beau livre. C'est intéressant. Prochaine soirée publique, c'est au mois d'avril, le 24 avril. Et puis, sinon, samedi, le 20 mars, pour ceux qui sont intéressés, on va aller au terrain à Saint-Valérien pour aller faire une évaluation des réparations qu'on doit faire au chalet. C'est plus que dû. S'il fait beau, on peut en profiter pour faire l'observation, pour ceux que ça les intéresse. Donc, on peut se rendre un peu plus tard dans l'après-midi. S'il ne fait pas beau, on peut aller faire ça un peu plus tôt dans la journée. Et puis, le nouveau site web de la salle est en ligne depuis dimanche. Il y a des petites modifications, des petites corrections à faire, mais sinon, ça paraît très bien. C'est assez, comment est-ce qu'on dit, user-friendly en français. Convivial, c'est ça, c'est bien. La présentation est super belle. C'est Steve qui a préparé ça. Donc, merci Steve. Hugues, tu veux nous parler du ciel de la semaine 2 petites minutes? Oui, vraiment, en 2 secondes, ça va être court. Ah, t'as 2 minutes. Ah, 2 minutes. Oh, là, je vais parler lentement. Alors, les planètes cette semaine, Vénus qui commence vraiment à baiser. Se couche 1 heure après le soleil. Je l'ai vu à ce soir vers 6 heures. C'est au moins 7 degrés au-dessus de l'horizon encore. Alors, la saison de Vénus commence. Elle est très loin de nous, évidemment, là. Mais au moins, elle est facilement visible. Mars, encore visible presque toute la nuit. Saturne aussi. Saturne se lève vers 19h. Le reste, Neptune, Uranus, Mercure, Jupiter, tout ça, c'est collé sur le Soleil, soit dans le ciel du soir, le ciel du matin, essentiellement inobservable, alors on oublie ça. Une comète est visible, il faut aller à la campagne. La comète Wild est dans la Vierge magnitude 9,4, se lève vers 21h30. Je l'ai déjà vu et là, la semaine prochaine, j'espère l'observer encore. Autrement, dernier quartier de la Lune, dimanche le 7 mars. Il n'y a pas de rapprochement particulier cette semaine. On a la station spatiale, visible dans le ciel du soir à peu près tous les jours. Alors, pour les intéressés, vous avez le petit horaire. Et voilà. Merci, Hugues. Merci, Michel. Donc, bonsoir. Le sujet de ce soir va être le LHC à la demande de Michel, je crois, ou je ne sais pas si ça veut dire va. Mais en fait, c'est une conférence qui porte surtout sur surtout sur l'accélérateur de particules. Je vais parler un peu du CERN en général, qui est l'organisation qui a construit le LHC. Là, c'est mon screensaver, je pense qu'on est en train d'embarquer. Non, ça va être correct. Donc, c'est ça, l'organisation qui a mis beaucoup, la plupart des fonds, puis qui a construit les LHC, c'est sur ces terrains. Je vais aussi parler, à quoi ça sert un accélérateur de particules, quel genre de recherche ils vont faire. En fait, surtout, particulièrement les recherches sur lesquelles le LHC va se concentrer. Et c'est là que le titre devient significatif.
Mais bon, avant de commencer avec les détails, je vais voir en fait, il y a des nouvelles il y a des nouvelles assez fraîches du LHC. Il était devenu opérationnel en septembre 2008. Sauf que peu de temps après, il y a eu une panne ils ont été obligés de fermer la machine pendant quasiment un an. Et le 23 octobre 2009, quelques mois, ils recommençaient à faire fonctionner la machine. Et en fait, c'est Alice ici, c'est une image de l'ordinateur qui est relié à Alice, qui est un des détecteurs, des 4 détecteurs principaux du LHC, qui a enregistré le passage des premières particules. C'était pas un test du LHC même, c'était un test de ce qu'on appelle les injecteurs, qui servent à alimenter le LHC en particules. Et bon, il y a des particules qui ont rentré, qui ont été, tout de suite après, qui ont été vidangées. Et il y a un moyen de vidanger les particules qui n'ont plus besoin. Mais Alice a enregistré quand même un passage de particules lorsque ce faisceau-là est entré. Quelques semaines plus tard, donc le 23 novembre 2009, c'était les 2 premiers faisceaux qui circulaient, qui faisaient des tours complets dans le LHC, qui produisaient les premières collisions. C'était pas dans les langages qu'ils utilisent, c'était pas des collisions à haute énergie, en fait, c'est des collisions à l'énergie d'injection. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rentré des particules. Le LHC même n'a pas accéléré ces particules-là, ils ont juste fait tourner, il a produit les premières collisions. Le but étant de vérifier si tous les détecteurs étaient fonctionnels. Et ça a été le cas. Ça, c'est l'image enregistrée par la classe qui a détecté les premières particules venant de la collision. Après, il y a eu... Ça a été le détecteur peut-être un peu semblable au Atlas, qui appelle le CMS. Alice détecte ses premières particules. Et le LHCb, c'est les 4. C'est une image des ordinateurs contrôlant les 4 détecteurs principaux. Il a enregistré leur première collision. Oui. Chacun de ces détecteurs-là, est-ce qu'ils voient des choses différentes? Je vais en parler tantôt. Ces deux-là sont assez semblables. Ils cherchent la même chose. Ces deux-là cherchent des trucs différents. Il y a un peu 3 grosses catégories de recherche. Ces deux-là qui sont ensemble. Il y en a plein d'autres, mais si vous parlez des détecteurs, c'est énorme. C'est bien plus gros que la salle qu'il y a ici, là, ces détecteurs-là. Et le 30 novembre 2009, c'était un record du monde. Le LHC réussit à accélérer ses particules pour la première fois et à battre le record d'énergie maximum atteint dans un accélérateur de particules. En fait, le record précédent, c'était à peu près 1 téraélectronvolt. Bon, téraélectronvolt, téra c'est pour 10 à la 12, c'est 1000 milliards d'électronvolts. Bon, c'est quoi un électronvolt? C'est pas grand-chose. C'est une quantité d'énergie très petite, c'est surtout au niveau atomique. Essentiellement, 1 téraélectronvolt, c'est à peu près la quantité d'énergie d'une mouche qui vole. 1000 milliards d'électronvolts, c'est à peu près une mouche qui vole. En fait, un moustique qui vole. C'est à peu près ça. À l'échelle de tous les jours, c'est vraiment minuscule. À l'échelle des particules, c'est une collision, c'est une énergie qui est quand même très élevée.